Saviez-vous qu'une menthe religieuse, un insecte relativement petit de quelques centimètres de long seulement, est capable de décapiter sa proie, un insecte beaucoup plus grand ou même un petit vertébré, en moins d'un centième de seconde, en exécutant un mouvement si précis et si rapide qu'il défie toute notre compréhension de la prédation à micro-échelle? Cette vitesse et cette précision ne sont que la partie émergée de l'iceberg d'un règne animal qui nous surprend constamment par son ingéniosité, sa ruse et ses méthodes de chasse les plus insolites. Dans chaque recoin de la planète, des profondeurs abyssales des océans aux sommets les plus élevés des montagnes, la vie s'accroche et prospère grâce à l'interaction constante entre prédateurs et proies. La nature, dans son infinie sagesse et sa dure réalité, a forgé certaines des stratégies de chasse les plus étonnantes que l'on puisse imaginer, des techniques qui vont bien au-delà de la force brute ou de la vitesse. Il s'agit de tromperie, de patience extrême, de collaboration complexe, d'ingénierie naturelle et d'une étonnante capacité d'adaptation. Aujourd'hui, dans Explorando, nous allons plonger dans ce monde fascinant pour découvrir le top 10 des stratégies de chasse les plus surprenantes du règne animal. Préparez-vous à vous émerveiller devant l'incroyable diversité des méthodes que les créatures de notre planète ont développées pour survivre. Nous commençons notre compte à rebours en 10e position avec une créature qui semble sortie d'un cauchemar sous-marin mais dont la technique de chasse est aussi brillante qu'inattendue, le poisson pêcheur au baudroie abyssal. Cet habitant des profondeurs océaniques où la lumière du soleil ne pénètre jamais et où l'obscurité est absolue a développé une adaptation lumineuse fascinante. Sa stratégie repose sur la bioluminescence, une caractéristique qui lui permet d'attirer ses proies dans un environnement où il n'y a aucune visibilité. Imaginez un monde submergé à des milliers de mètres sous la surface où la pression est si écrasante qu'elle dépasserait celle de nombreuses voitures empilées et où la température est proche du point de congélation. Dans cet environnement extrême, trouver de la nourriture est un défi monumental. Le poisson pêcheur résout ce problème en possédant une sorte de canne à pêche naturelle, un appendice appelé ilicium qui se projette de sa tête et se termine par un leurre charnu appelé esca. Ce qui est vraiment surprenant, c'est que la lumière de ce leurre n'est pas produite par le poisson lui-même. Elle est générée par des millions de bactéries symbiotiques qui vivent à l'intérieur de l'esca dans une relation mutuellement bénéfique. Ces bactéries émettent une lumière froide, contrôlée par le poisson, qui peut l'intensifier ou l'atténuer à volonté, voire la faire clignoter. Le poisson pêcheur utilise cette lanterne vivante pour attirer les petits poissons et les crustacés curieux qui, dans l'immensité sombre, s'approchent de la seule source de lumière qu'ils perçoivent. Lorsque la proie imprudente s'approche suffisamment, attirée par ce qu'elle croit être une petite source de nourriture ou un compagnon, le poisson pêcheur, qui reste immobile et presque invisible dans l'obscurité, ouvre son énorme bouche en un instant. Ses mâchoires, capables de s'étendre énormément, engloutissent la victime en quelques millisecondes, ne lui laissant aucune possibilité de s'échapper. C'est un piège parfait, une embuscade lumineuse dans l'abîme, une démonstration magistrale de la façon dont la vie trouve des moyens de prospérer même dans les conditions les plus inhospitalières. Son existence nous rappelle l'étonnante adaptabilité de la vie et comment l'évolution peut sculpter la perfection dans les niches les plus improbables. En 9e position, nous trouvons un maître du tir de précision aquatique, le poisson archer. Ce petit poisson, qui habite les mangroves et les estuaires de la région Indo-Pacifique, a perfectionné une technique de chasse qui défie les lois de la physique et de la réfraction. Sa proie principale ne se trouve pas dans l'eau, mais en dehors. Ce sont des insectes posés sur des feuilles, des branches ou même des murs, à plusieurs centimètres au-dessus de la surface. Le poisson archer ne saute pas pour les attraper. Au lieu de cela, il utilise un jet d'eau d'une puissance et d'une précision extraordinaires pour faire tomber sa cible. Lorsqu'il détecte un insecte, le poisson archer se positionne soigneusement sous la surface, ne sortant parfois qu'une partie de sa bouche pour viser. Ensuite, par une contraction rapide et coordonnée de ses opercules branchiaux et de sa langue, il expulse un jet d'eau à travers un sillon spécialisé dans sa bouche, formant un véritable projectile liquide. La vitesse de ce jet est étonnante, atteignant des vitesses qui lui permettent d'impacter l'insecte avec une force suffisante pour le faire tomber dans l'eau où il est rapidement dévoré. Ce qui est vraiment surprenant, c'est la capacité du poisson archer à compenser la réfraction de la lumière. Lorsque la lumière passe de l'air à l'eau, sa trajectoire est déviée, ce qui signifie que la position apparente de l'insecte n'est pas sa position réelle.
Cependant, le poisson archer est capable de calculer cette déviation avec une précision étonnante. Des études ont montré qu'il peut frapper des insectes à des distances allant jusqu'à 3 mètres, et les plus expérimentés peuvent même lancer plusieurs tirs consécutifs, parfois plus de 5 en quelques secondes, pour assurer leur objectif. Les juvéniles de cette espèce ont besoin de beaucoup de pratique pour maîtriser la technique, mais les adultes sont des tireurs d'élite aquatiques experts capables d'ajuster la force et l'angle du jet en fonction de la taille et de la distance de la proie. Cette compétence unique en fait l'un des prédateurs les plus ingénieux et surprenants des écosystèmes aquatico-terrestres. C'est une leçon vivante de balistique et d'optique naturelle réalisée par un être qui ne possède pas un cerveau avec les complexités que nous attribuerions à un tel calcul. En 8e position de nos stratégies de chasse les plus étonnantes, nous rencontrons une maîtresse de la ruse et de l'embuscade terrestre, l'araignée trappe. Contrairement aux araignées qui tissent des toiles complexes pour attraper leur proie, l'araignée trappe construit une demeure souterraine avec une porte secrète, presque indétectable à l'œil inexpérimenté. Ces arachnides, répartis dans diverses régions du monde, de l'Amérique à l'Australie, sont de véritables ingénieurs civils de leur propre habitat et un prédateur patient et létal. Le processus commence par l'excavation d'un tunnel vertical, parfois jusqu'à 30 cm de profondeur. Les parois de ce tunnel sont recouvertes de soie pour les renforcer et éviter les éboulements. Le joyau de son ingénierie est le couvercle de la tanière. Ce couvercle est construit avec un mélange de terre, de végétation et de soie, se camouflant parfaitement avec l'environnement environnant. L'araignée est si méticuleuse que, lorsqu'elle est fermée, la trappe est pratiquement invisible, une parfaite extension du sol. Le couvercle est fixé au tunnel par une charnière de soie, ce qui permet à l'araignée de l'ouvrir et de la fermer rapidement. À l'intérieur de la tanière, l'araignée se positionne près de l'entrée, avec ses pattes avant, 88 de ses pattes, reposant sur le bord inférieur de la trappe, sentant les vibrations. Sa vision est limitée, elle se base donc entièrement sur le sens du toucher pour détecter la présence d'une proie potentielle. Lorsqu'un insecte insouciant, comme un scarabée, une fourmi ou même un petit grillon, passe au-dessus ou près de la trappe, les minuscules vibrations du sol alertent l'araignée. En un clin d'œil, en quelques millisecondes, l'araignée ouvre la trappe avec une vitesse étonnante, se jette sur sa proie, la saisit avec ses chélicères et la traîne à l'intérieur de son tunnel, refermant la porte derrière elle dans un mouvement fluide. Cette technique est un exemple sublime d'embuscade. L'araignée ne poursuit pas activement sa proie, mais l'attend dans sa forteresse cachée, exploitant l'élément de surprise et l'impossibilité d'évasion une fois que la victime franchit son seuil invisible. Sa patience est inégalée et son attaque foudroyante. En 7e position, nous rencontrons l'un des super prédateurs des océans, dont l'intelligence et la coordination collective sont aussi impressionnantes que leur taille, les orques ou épaulards. Bien qu'on les appelle baleines tueuses, ce sont en réalité les plus grands dauphins du monde. Et leur méthode de chasse en équipe est un chef-d'œuvre de stratégie et de communication. Les orques ne chassent pas individuellement. Elles opèrent en groupes très organisés, appelés pods ou troupeaux, qui peuvent varier de quelques individus à plus de 40. La diversité de leur régime alimentaire est étonnante, incluant poissons, phoques, lions de mer, requins et même de plus grandes baleines. Mais l'une de leurs tactiques les plus spectaculaires est le lavage de vagues ou wave washing, une technique qu'elles utilisent pour piéger les phoques ou les pingouins se reposant sur les banquises. Lorsqu'un pod d'orque détecte une proie sur une plateforme de glace, elle n'essaye pas de sauter dessus ni de la frapper directement. Au lieu de cela, elles coordonnent leurs mouvements d'une manière incroyablement précise. Plusieurs orques se positionnent côte à côte, nageant de manière synchronisée à grande vitesse et produisant une vague géante. Cette vague artificielle, qui peut atteindre jusqu'à 2 mètres de hauteur et plusieurs mètres d'extension, est suffisamment puissante pour déstabiliser la banquise et entraîner la proie dans l'eau. Une fois dans l'eau, la proie se retrouve à la merci du pod, qui l'encercle et la capture. Cette technique n'est pas instinctive, c'est un comportement appris et transmis culturellement de génération en génération au sein des pods. Les jeunes observent les adultes et s'entraînent, perfectionnant la synchronisation et la puissance de la vague. Chaque orque du pod a un rôle et la communication entre elles est constante à travers une complexe variété de clics, de sifflements et d'appels. Un autre exemple de leur sophistication est la technique du filet de bulle que certaines populations emploient pour chasser le poisson.
Bien que cette technique soit plus connue chez les baleines à bosse que nous verrons plus tard, certaines orques l'utilisent également, coopérant pour encercler des bancs de poissons avec une barrière de bulles, les concentrant pour faciliter la capture. L'intelligence des orques, leur capacité à résoudre des problèmes et leur structure sociale complexe en font les chasseurs les plus stratégiques de l'océan, un témoignage vivant de l'évolution du comportement social dans le règne animal. En 6e position, nous sommes surpris par la rapidité et la précision millimétrique du caméléon. Un reptile connu pour sa capacité à changer de couleur et ses yeux qui bougent indépendamment. Mais sa stratégie de chasse va bien au-delà de son célèbre camouflage. La véritable merveille est sa langue, l'une des armes de chasse les plus rapides et efficaces du règne animal. Le caméléon, un prédateur en embuscade, se déplace lentement et avec une grande prudence, se mimétisant parfaitement avec son environnement pour passer inaperçu. Ses yeux, qui peuvent tourner dans des directions opposées et se concentrer sur des objets à différentes distances simultanément, lui permettent de scanner son environnement à la recherche d'insectes, sa principale source de nourriture. Une fois qu'il a localisé une proie, comme une mouche, un grillon ou une petite sauterelle, le caméléon s'arrête, fixant les deux yeux sur la cible pour obtenir une perception précise de la profondeur. Ce qui se passe ensuite est stupéfiant. En une fraction de seconde, la langue du caméléon jaillit de sa bouche comme un missile, s'étendant jusqu'à une longueur qui peut être 1 ou même 2 fois la longueur de son propre corps. La vitesse de cette extension est vraiment extraordinaire. Certaines études ont enregistré que la langue peut atteindre une vitesse de 0 à 100 km/h en seulement 1/100 de seconde, subissant une accélération allant jusqu'à 400 G, une force qu'un être humain ne pourrait jamais supporter. Au bout de la langue se trouve un coussinet collant recouvert d'un mucus visqueux et d'un système de succion qui, à l'impact avec la proie, crée une adhérence incroyablement forte. La surface du coussinet lingual s'adapte parfaitement à la forme de l'insecte, créant un joint hermétique qui, avec la sécrétion muqueuse, assure la capture. Une fois la proie fermement adhérée, la langue se rétracte avec la même vitesse étonnante, ramenant l'insecte dans la bouche du caméléon où il est rapidement mastiqué. La puissance et l'efficacité de ce mécanisme sont le résultat de muscles spécialisés et d'un système hydraulique complexe. C'est une explosion d'énergie élastique stockée libérée en un instant. Cette stratégie permet au caméléon, un chasseur lent et délibéré dans ses mouvements corporels, de devenir un prédateur à la vitesse fulgurante, un joyau de la biomécanique évolutive. En 5e position, nous découvrons un maître de la tromperie auditive et du kleptoparasitisme ingénieux, le drongo à queue fourchue, un oiseau africain de taille moyenne avec une queue fourchue distinctive. Cet oiseau rusé ne se contente pas de chasser des insectes par lui-même, il a développé une stratégie parasitaire qui lui permet de voler la nourriture d'autres animaux avec une habileté et une effronterie surprenantes. La technique du drongo est basée sur l'imitation d'appels d'alarme. Les drongos sont d'excellents imitateurs vocaux et peuvent reproduire les appels d'avertissement d'au moins 60 espèces différentes d'oiseaux et de mammifères qui habitent dans leur même écosystème, y compris les suricates, les cratéropes et d'autres oiseaux. Lorsqu'un drongo observe un autre animal, par exemple un suricate, qui a trouvé une proie de valeur, comme un scorpion ou un gros coléoptère, il attend le moment opportun. Juste au moment où le suricate est sur le point de consommer sa trouvaille, le drongo émet un faux appel d'alarme, imitant le son exact que le suricate utiliserait pour avertir son groupe de la présence d'un prédateur comme un aigle ou un chacal. Le suricate, trompé par le faux avertissement, s'enfuit immédiatement pour chercher refuge, abandonnant sa nourriture dans le processus. Le drongo, qui n'a jamais été en danger réel, descend rapidement et s'empare de la proie abandonnée. Le plus étonnant de cette stratégie est la sophistication cognitive qu'elle implique. Le drongo n'imite pas seulement des appels, mais semble comprendre la signification de ces appels pour les autres espèces. Il adapte l'appel d'alarme spécifique au type de prédateur qui serait le plus crédible pour l'espèce qu'il veut tromper à ce moment-là. De plus, si l'animal trompé ne répond pas au premier faux appel, le drongo peut essayer un appel d'alarme différent ou même une série d'appels de différentes espèces, augmentant la pression pour que la victime abandonne sa nourriture.
Des études ont révélé que les drongos peuvent voler jusqu'à 60% de leur repas quotidien en utilisant cette technique, ce qui en fait l'un des kleptoparasites les plus réussis et les plus cérébraux du règne animal. C'est une tromperie dans sa forme la plus pure et la plus efficace, une leçon de ruse et de manipulation au cœur de la savane africaine. Atteignant la 4e position de notre liste, nous nous plongeons dans les eaux chaudes des récifs tropicaux pour rencontrer un prédateur d'une beauté trompeuse et d'un venin létal, le cône. Ces escargots de mer, d'apparence inoffensive avec leurs coquilles colorées et attrayantes, sont en réalité des maîtres chasseurs qui emploient l'une des armes biologiques les plus sophistiquées de la nature, une fléchette empoisonnée. Contrairement à d'autres escargots qui se nourrissent d'algues ou de détritus, les cônes sont des prédateurs actifs de poissons, de vers marins ou d'autres mollusques. Leur méthode de chasse est une combinaison de patience et d'une attaque éclair avec un venin incroyablement puissant. Le cône ne poursuit pas ses proies, il les attend. Il utilise un organe tubulaire appelé proboscide qu'il peut étantre et rétracter et à l'extrémité duquel se trouve une dent radulaire modifiée, creuse et semblable à un harpon. Lorsqu'un poisson imprudent ou toute autre proie passe suffisamment près, le cône étend sa proboscide. En un instant, il tire la dent radulaire comme un harpon, injectant un cocktail complexe de neurotoxines. Le plus surprenant de ce venin, connu sous le nom de conotoxine, est sa diversité. Chaque espèce de cône produit un mélange unique de centaines de peptides différents, chacun conçu pour attaquer des systèmes nerveux spécifiques de ses proies. Certaines conotoxines agissent comme de puissants analgésiques, paralysant la victime avant même qu'elle ne se rende compte de ce qui s'est passé. D'autres bloquent des canaux ioniques cruciaux, provoquant une paralysie fulminante qui peut immobiliser un gros poisson en quelques secondes. La vitesse d'action du venin est vitale, car elle permet à l'escargot, qui se déplace lentement, de capturer des proies beaucoup plus rapides et agiles que lui. Une fois le poisson immobilisé, le cône l'engloutit entier, le digérant lentement. Certaines de ces conotoxines sont si puissantes qu'elles peuvent être mortelles pour les êtres humains et elles ont de fait causé quelques fatalités. Cependant, leur complexité en fait également un objet d'étude intense en médecine, avec le potentiel de développer de nouveaux analgésiques ou des traitements pour des maladies neurologiques. Le cône est un exemple frappant de la façon dont l'évolution a perfectionné une stratégie de chasse basée sur la chimie et la surprise, transformant un mollusque apparemment vulnérable en un prédateur formidable. En 3e position de notre étonnant inventaire, nous rencontrons l'un des exemples les plus impressionnants de chasse coopérative dans le règne animal, le filet de bulle des baleines à bosse. Ces gentils géants de l'océan, connus pour leurs sauts spectaculaires et leurs chants complexes, emploient une technique d'alimentation de groupe si ingénieuse qu'elle s'apparente à une chorégraphie sous-marine. Les baleines à bosse se nourrissent principalement de petits poissons, comme le hareng ou le caplan, et de krill, un type de minuscules crustacés. Lorsqu'un groupe de baleines à bosse, qui peut varier de 2 à 15 individus, localise un banc de ses proies, elles initient une stratégie de chasse hautement coordonnée. La technique du filet de bulle implique que plusieurs baleines nagent en cercle concentrique ou en spirale sous le banc de poissons, libérant des jets d'air de leurs évents de manière contrôlée et synchronisée. À mesure que les baleines remontent en spirale, les bulles montent avec elles, formant une colonne dense et verticale de bulles qui agit comme une barrière naturelle. Les poissons, sentant la présence de ce mur de bulles et percevant le danger de la surface, s'agglutinent au centre du cercle, se concentrant en une masse dense et compacte. Ce cylindre de bulles, qui peut atteindre un diamètre de 30 mètres, est incroyablement efficace pour contenir des milliers de poissons. Une fois que le filet de bulles est complètement formé et que les poissons sont encerclés, les baleines émergent du centre de la bulle avec leurs bouches énormes et ouvertes, engloutissant des centaines ou des milliers de poissons en une seule charge. La coordination de cette stratégie est la plus surprenante. Les baleines communiquent entre elles par des vocalisations spécifiques pour coordonner leurs mouvements, la profondeur à laquelle elles doivent libérer les bulles et le moment exact où elles doivent émerger. Certains groupes utilisent même un appel de nourrissage spécifique avant la charge finale. Ce comportement est un exemple fascinant d'intelligence collective et d'apprentissage culturel. Car toutes les populations de baleines à bosse n'utilisent pas cette technique, ce qui suggère qu'il s'agit d'un comportement appris et transmis à travers les générations dans des régions spécifiques comme les côtes de l'Alaska. C'est une démonstration monumentale de la façon dont la coopération peut dépasser la taille individuelle et transformer un vaste océan en un piège à air pour assurer la subsistance des plus grands êtres vivants de la planète.
En deuxième position, nous nous émerveillons devant l'une des stratégies de chasse les plus trompeuses et spécialisées du monde arachnide, l'araignée à bolas. Contrairement aux araignées qui construisent des toiles complexes pour attraper les insectes volants, l'araignée à bolas, qui habite en Amérique et en Australie, a abandonné l'architecture de la toile pour une tactique beaucoup plus audacieuse et particulière, une qui exploite les instincts les plus primaires de ses proies. L'araignée à bolas ne tisse pas de toile pour emmêler. Au lieu de cela, sa stratégie se concentre sur l'émission d'un leurre chimique et l'utilisation d'une arme physique. Au crépuscule, l'araignée pend d'une branche ou d'une feuille, tenant avec l'une de ses pattes avant un court fil de soie, de quelques centimètres de long seulement, au bout duquel pend une petite boule de soie collante de quelques millimètres de diamètre seulement. C'est sa bolas. Ce qui est vraiment ingénieux chez cette araignée, c'est que la petite boule n'est pas seulement collante, elle est imprégnée d'un cocktail de phéromones. Mais ce ne sont pas n'importe quels phéromones, ce sont des phéromones sexuels qui imitent de manière presque parfaite les substances chimiques libérées par les femelles d'une ou deux espèces spécifiques de papillons de nuit pour attirer leur mâle. Lorsqu'un papillon mâle de l'espèce cible, attiré par cette trace chimique irrésistible, vole à proximité, l'araignée le détecte. C'est alors que l'araignée à bolas entre en action. Elle lance la boule collante d'un mouvement rapide de sa patte, faisant tournoyer le fil comme une fronde. La boule frappe le papillon mâle en plein vol, qui reste instantanément collé à la substance collante. Une fois le papillon piégé, l'araignée le ramène à elle et le consomme. Cette technique est extraordinairement précise et démontre un niveau de spécialisation chimique et mécanique étonnant. L'araignée doit être capable de produire les phéromones exacts dans les proportions correctes pour attirer uniquement les espèces désirées, puis elle doit avoir l'agilité et la précision nécessaires pour lancer la bolas dans l'obscurité. On a observé que certaines espèces d'araignées à bolas peuvent changer le type de phéromones qu'elles produisent à différents moments de la nuit, peut-être pour attirer différentes espèces de papillons ou pour s'adapter au changement de disponibilité des proies. C'est un piège chimique en mouvement, une tromperie olfactive qui se transforme en capture physique et un témoignage de l'évolution de stratégies de chasse incroyablement adaptées et complexes. Et enfin, en première position, la stratégie de chasse la plus surprenante du règne animal par sa simplicité brutale et son caractère unique parmi les oiseaux, la pie-grièche migratrice. Cet oiseau, de taille relativement petite, avec une longueur oscillante entre 15 et 20 cm et un poids d'environ 40 grammes, habite les zones ouvertes avec des buissons épineux en Amérique du Nord. Contrairement à la plupart des oiseaux de proie qui utilisent leurs griffes acérées pour attraper et tenir leur proie pendant qu'ils les consomment ou les transportent vers leur nid, la pie-grièche migratrice est dépourvue de ces griffes puissantes. En revanche, elle a développé une tactique qui lui a valu le surnom de oiseau boucher. Sa méthode de chasse est macabre et fascinante. La pie-grièche migratrice est un prédateur vorace qui se nourrit d'une variété surprenante de proies, incluant de gros insectes comme les sauterelles et les coléoptères, de petits rongeurs, des lézards et même d'autres petits oiseaux. Lorsqu'elle attrape une proie, la pie-grièche ne la déchire pas immédiatement. Au lieu de cela, elle s'envole vers un buisson épineux, un fil de fer barbelé, une fente dans l'écorce d'un arbre ou tout objet coupant et pointu qu'elle trouve. Une fois là, elle empale sa victime directement sur l'épine ou le fil. Cela lui permet d'immobiliser la proie, ce qui facilite son démembrement et sa consommation, surtout si la proie est trop grande pour être tenue avec ses petites griffes ou si elle a besoin de la stocker pour plus tard. Ces garde-manger ou lardées de proies empalées offrent une vue effrayante mais éloquente de l'efficacité de sa méthode. Une seule pie-grièche peut avoir des dizaines de proies stockées de cette manière, créant une sorte de boucherie personnelle. L'empalement ne sert pas seulement à l'alimentation immédiate, c'est aussi une forme de stockage à long terme, permettant à la pie-grièche de conserver des surplus de nourriture pour les périodes de pénurie. Ce qui rend cette stratégie si surprenante, c'est sa singularité. C'est une adaptation comportementale qui compense une limitation physique et transforme un élément passif du paysage, comme une épine, en un outil de chasse actif. C'est un témoignage de la façon dont l'évolution peut conduire à des solutions inattendues et même brutales pour la survie, transformant un oiseau apparemment inoffensif en un boucher de la nature, le plus surprenant des chasseurs de cette liste. Le règne animal regorge d'ingéniosité et chacune de ces 10 stratégies est une preuve irréfutable de l'étonnante adaptabilité et de la créativité inlassable de la vie sur notre planète.
Des profondeurs obscures des océans aux cimes des buissons épineux, la nature ne cesse de nous émerveiller par sa complexité et sa quête implacable de survie. Ces histoires sont un puissant rappel que même dans l'apparente simplicité, il existe une sophistication qui dépasse notre imagination. Si ce voyage à travers le monde de la prédation animale vous a fasciné, nous vous invitons à rejoindre notre communauté d'explorateurs. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer de futures découvertes, laissez un pouce bleu sur cette vidéo si vous avez apprécié ce contenu, partagez avec vos amis pour que plus de personnes puissent s'émerveiller devant le règne animal et laissez-nous un commentaire en nous disant quelle stratégie vous a semblé la plus surprenante. Votre soutien nous aide à continuer d'explorer les mystères du monde.